C'est l'heure de Mickey. C'est l'heure de Mickey 17. Bon, je suis désolé, j'ai que des oreilles de Mini, je sais que... T'as gardé la veste, un petit mélange. La vanne n'est pas parfaite, c'est vrai, mais en fait je l'ai rouverte. Enfin non, je l'ai refermée, pardon. Alors que pour Real Pain, j'avais ouvert que le bouton du haut, ce bouton-là, comme j'essaie de montrer. Ça rigole pas. Est-ce que les gens dans le chat ont vu Mickey 17 ? Est-ce que j'imagine que pas mal de gens, Les gens sont déjà allés le Bong voir. Joon-ho, Il est sorti il y a 4 jours. C'est vrai que Bong Joon-ho, depuis Parasite, il a eu une sorte Donc il y a eu la palme d'or. de grande, en plus Oscar. Enfin, il a eu un peu tous les prix. Comme Anora. Comme Anora. D'ailleurs. Je l'ai vu cet après-midi. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de film Mickey ? Nous, on est entre moyen et très bien, en fonction des avis. Super quiz, merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup. Donc, Mickey 17, de quoi ça parle ? C'est 6 ans après Parasite, donc Bong Joon-ho... Ça se passe dans le même univers. Ça se passe en 2025. C'est le 3e film américain de Bong Joon-ho, après Snowpiercer et Okja. Si on veut être précis, je suis pas sûr que Snowpiercer soit en fait un film américain, mais il est en langue anglaise. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je crois qu'en fait c'est un film coréen. Bizarrement, je crois que c'est un film coréen. Ok, bon, d'un 2e film américain, mais 3e film en anglaise de Bong Joon-ho. Non, pas vraiment, parce que je pense que ça a une vraie importance en termes de production et en termes de contenu. Notamment dans la mesure où Okja était un film Netflix, enfin, il me semble distribué par, et non pas produit, mais en tout cas une production américaine, et c'était de très loin le plus faible des films de Bong Joon-ho, qui a commencé sa carrière en 98 ou 99, je sais plus, Barking Dogs Never Bite, c'est 2000, 2001. En tout cas, tout début des années 2000, quoi. Voilà. Et qui avait, avec des premiers films coréens, notamment Memories of Murder, qui était sorti en 2002, vraiment beaucoup parlé, beaucoup plu, parce que c'est un film assez dément, Memories of Murder, en termes de mise en scène, de plan. C'est un film qui a été beaucoup analysé, beaucoup théorisé dans la façon dont il pouvait un peu filmer l'abîme. Il avait ensuite enchaîné avec The Host, si je me trompe pas. Ouais. Et c'est à partir de ce premier film, on va dire, un peu américanisant, enfin pas américanisant, mais plus spectaculaire, plus grand public, que il a fait Snowpiercer, et donc il a un peu commencé à s'ouvrir au monde. Et maintenant, qu'est devenu Bong Joon-ho en très américanisé, avec un film de SF pur jus. Ça parle donc de Mickey Barnes, qui est un expendable, dont le métier c'est de pouvoir mourir, de pouvoir être sacrifié pour soit des tâches difficiles, soit on va dire, tester des vaccins, tester des gaz, ou en tout cas vraiment servir de cobaye. Et ce personnage, qui donc arrive au bout de sa 17e résurrection, Mickey 17, commence en étant abandonné dans une crevasse de glace au milieu d'une planète, et on va se rendre compte que donc il fait partie d'une grande expédition spatiale qui a pour but de conquérir cette planète sur laquelle le film commence, qui est expédition spatiale qui est dirigée par une sorte de grand tyran à la Donald Trump, Elon Musk, joué par Mark Ruffalo, qui imite Donald Trump tout du long. Et un jour, Mickey Barnes va se réveiller et va découvrir qu'on a reproduit son corps alors qu'il n'était pas mort. Et donc Mickey 17 et Mickey 18 vont coexister sur la navette spatiale. Que va-t-il se passer ? Comment est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on commence par le moyen, ou est-ce qu'on commence par toi qui est plutôt fan du film, et ensuite... Oui, fan. J'ai trouvé le film assez réjouissant, très généreux. Il s'inscrit aussi un peu dans la dimension parabolique du cinéma de Bong Joon-ho de ces dernières années, dans le sens où il a un peu cette ambition que je trouve assez touchante en fait, et marrante aussi, de prendre un grand sujet de l'humanité, la lutte de classe pour Snowpiercer et Parasite, la destruction de l'environnement avec Okja, The Host, et là la colonisation, quoi. Et d'en faire toute une métaphore de ça, et de partir dans tous les sens, et de faire un truc un peu grandiose, quoi, avec ça. Et j'aime bien cette idée, quoi, un peu naïve sur le papier, mais dont l'implication directe est en fait la générosité en termes d'idées, d'effets, d'honnêteté, de justesse aussi. Donc j'ai passé un assez bon moment.
de quoi on pourrait partir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà... Vas-y. Non, vas-y, pardon. Okay. Vas-y, je t'en prie. Je te laisse poursuivre. Non, mais on pourrait commencer par exemple par un des effets de mise en scène pour moi qui rythme une bonne partie du film, qui est en fait l'idée de clone et de comment je vais filmer ces deux clones dans un même plan, dans un même cadre ou pas. Et ce qui est un peu un questionnement tout simple, tout bête de cadrage et de montage. Mais je trouve que le cinéma de Bong Joon-ho amène en fait très intuitivement à ces questions-là, quoi. C'est-à-dire, je vais montrer deux acteurs, ce sont les mêmes, et comment je vais les différencier. Et c'est là où le génie frappe, c'est que en fait, il joue les moyens déjà de la différence de jeu d'acteur entre les deux, parce qu'il y a un Mickey qui va être réservé, maladroit, un peu loin à la détente, tandis que l'autre va être avoir beaucoup plus de réflexes, beaucoup plus habile, mais aussi beaucoup plus sombre, beaucoup plus cynique. Et d'ailleurs, on croit au tout début de son existence que ça va être un peu le méchant, quoi, qui va devoir se battre contre lui-même. Et en fait, il évolue, ils deviennent complices et tout. Donc cette dualité, elle se joue là-dessus, mais elle se joue aussi sur plein de gags un peu corporels, qui vont nous faire vraiment différencier les deux, et ce qui fait qu'à aucun moment, et ça je trouve que c'est quand même un coup très très fort de la part du cinéaste, c'est qu'à aucun moment on hésite de qui est qui est Mickey 17, qui est Mickey 18, et à aucun moment en fait il joue la facilité d'identification des deux, sauf à certains moments où on marque un peu au feutre, voilà, Mickey 17, Mickey 18, et puis un autre moment à la fin où je sais plus c'est quoi c'est des sortes de plaques. Ouais, voilà, la cicatrice, voilà, un marqueur visuel. Mais pour moi, un mauvais cinéaste, même si on peut pas trop raisonner comme ça, mais un mauvais geste de cinéma aurait été d'en fait régler la question dès le début, c'est-à-dire je vais les différencier visuellement dès le début, et ensuite la question est réglée. Tandis que là, non, il y a toujours ce jeu, cette question de vraiment comment je vais faire, et ça passe pour donner 2-3 exemples. Il y en a un qui va descendre les escaliers en sprintant, et tandis que l'autre, dans le même cadre, on va le voir le rouler et se casser la gueule. Il y a un autre moment où ils se battent contre un ennemi, et puis l'ennemi il est dans un puits, il s'accroche comme ça, et puis il regarde en haut, et puis on a cette contre-plongée très, très radicale, où on a un premier Mickey, donc celui qui est un peu maladroit et tout, qui va être complètement désordonné, décontenancé de la situation, et puis ensuite il va sortir du cadre, et on a la tête de Mickey 18 hyper cruel, hyper terrifiant, qui va apparaître comme ça de manière très lente. Voilà, c'est plein de gags comme ça, très très drôles, très bien trouvés, efficaces, qui vont droit au but, et qui participent au rythme, que j'ai trouvé très très bien. J'ai un peu envie de continuer dans le fil que tu étais en train de tirer, parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a des belles trouvailles, mais en fait précisément je trouve que le défaut du film se trouve dans l'endroit où il a beaucoup de bonnes idées, mais ne va jamais dans une direction précise, et du coup en fait presque sabote ces bonnes idées en permanence, et propose en fait autant d'idées que de nouveaux Mickey. Presque son film est une machine à elle-même se recycler, à elle-même changer un peu de direction et de proposition, notamment cette idée de l'expendable, d'abord dans un premier temps, qui est développée de qu'est-ce que c'est de vivre en tant qu'être humain qui peut mourir, puis remourir, puis remourir. Mais en fait, très rapidement, la question elle est réglée, le personnage ne meurt plus. Et donc à partir de là, ça fait juste partie du passé du personnage, entre guillemets. La question, c'était juste une sorte de façon de faire rentrer un clone. Mais encore une fois, la question du clone, elle est utilisée pour quelques gags, une amorce de plan A3, une sorte de discussion pour partager les deux hommes entre deux femmes, des moments que je trouve très chouettes, où il y a des belles idées burlesques, et tout d'un coup le film part dans une autre direction, il n'est plus question des clones, il est question de deux personnages distincts. Là où je pouvais m'attendre dans le film à une idée un peu intéressante qui aurait été un clone parfait, une copie conforme, et notamment dans la séquence où Mickey 18 découvre Mickey 17 et vice-versa. Au début, je pensais que la sorte de différence émotionnelle entre les deux venait non pas d'une différence fondamentale et essentielle entre les deux personnages, mais de leurs différentes approches face à leur destin, dans la mesure où Mickey 17 sait que la nature des choses serait qu'il se laisse mourir pour laisser Mickey 18 survivre, que donc la seule chose qui les séparait, ce soit que Mickey 18 savait qu'il allait continuer de vivre, alors que Mickey 17 savait qu'il allait devoir mourir.
Sauf que non, le film développe vraiment 2 personnages distincts, et en fait ne joue pas la question, même le jeu du clone exact, qui aurait pu être intéressant, et décide de partir dans une opposition radicale, mais qui finalement n'est même pas exploité dans la deuxième moitié du film, et ça devient vraiment juste 2 personnages, et avec un autre mec que Mickey 18 et une autre question, ça aurait joué. Là où c'est plus trop le cas, même si je suis d'accord que c'est un peu trop bref comme moment, mais c'est une discussion qu'ils ont sur leur mémoire en parlant de leur mère. Et tu sens qu'il y a un peu une dissonance, qu'il y a un peu un nœud dans la matrice, et qu'ils se souviennent pas exactement des mêmes choses, et que le Mickey 17, là, à ce moment-là, un peu, voilà, si on veut aller dans l'interprétation, fait face à son alter ego qui lui redonne confiance, un peu en 2 mots. Mais c'est vrai que ça aurait beaucoup plus, il aurait pu plus jouer cet aspect du clone dans l'évolution du personnage de Mickey 17, qui est le personnage central. Oui, assez tôt. En fait, on voit à un moment la création de Mickey 18 et il y a un câble qui se déconnecte. Et donc, en fait, il y a une espèce d'explication très vite du fait que, on sait qu'il va avoir un petit pet, une petite différence quelque part qui effectivement dissipe un peu ce trouble-là, en tout cas, du même. Et peut-être pour enchaîner et rebondir sur ce que disait Nayan, je pense que c'est... En fait, moi aussi, j'ai trouvé quand même le film plutôt sympathique. Enfin, il y a pas mal de moments où je me suis bien amusé, mais en même temps, je l'ai trouvé un peu assommant, et je pense que c'est parce que je pense que c'est le film de Bong Joon-ho qui est le plus explicitement... on va dire pas vraiment une comédie, mais on va dire une espèce de peu de farce de science-fiction. Enfin, parce que c'est vrai que jusqu'ici, en tout cas, c'était sur plusieurs de ces films assez vrai que Bong Joon-ho, il y avait quelque chose de l'ordre du mélange des genres qui était à l'œuvre. Si on prend un film comme The Host, qui ressemble pas du tout à un film qui est un film de monstre, mais qui ressemble pas du tout à un film de monstre classique hollywoodien. Enfin, même si on pourrait dire qu'il y a certains éléments, oui, et en même temps, il y avait toujours une espèce de décalage comique qui faisait que ça ancrait beaucoup le film finalement dans la réalité parfois un peu médiocre de ce que provoquerait l'apparition d'une créature comme ça. Donc il y a toujours un petit peu ce jeu-là, même dans Memories of Murder, où il y avait des espèces de saillies burlesques comme ça, dans un film extrêmement sombre, extrêmement mélancolique. Même dans Parasite aussi, il y a des saillies burlesques, un peu dans tous ces films. C'est vrai, tout à fait. Non, tu voulais... C'était une mini-incise, mais je trouve que précisément, mais c'est peut-être ce que tu allais dire, dans ce film, je trouve que la question du mélange se joue d'une scène à une autre, et pas dans la scène. Et c'est là que je trouve qu'il y a un échec, entre guillemets. Et en fait, à la fois, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de direction du film qui s'arrête un peu en cours de route, et de façon parfois extrêmement étonnante. Je pense au personnage de Anna Maria Bartolomei qui joue Kai. C'est vrai, qui joue en gros une agente un peu du pouvoir en place. Et on sent que elle a une attirance pour Mickey qui est pas réciproque, puisque lui est déjà avec Nasha, bien joué, est déjà avec une compagne. Et en fait, ce personnage de Anna Maria Bartolomei va vraiment disparaître du film en fait à un moment, sans que cette on va dire, je sais pas, disparition ne soit cette petite crise, voilà, exactement, que cette petite crise avec quelque part, que cette disparition aboutisse. Et on pourrait dire d'ailleurs un peu la même chose, je trouve, du personnage de Nasha, qui est un personnage qui est lancé à un moment sur une vraie ambiguïté, au moment où elle se retrouve avec 2 Mickey, et finalement ça semble en fait lui plaire, alors que Mickey 17, lui, évidemment, se sent un peu trahi du fait qu'elle aille vers son double. Et donc il y a une espèce de... Enfin, à ce moment-là, le personnage, ça devient très bizarre, comme vous l'avez dit, il y a cette amorce un peu de plan à 3, et elle qui aime bien... peut-être le fait que son compagnon soit plus, au moins en partie, le naïf qu'elle a connu jusqu'ici. Et en fait, finalement, c'est assez vite abandonné, puisque pour dire les péripéties de l'intrigue générale rattrapent, en fait, et voilà, font que tout ça est un peu évacué. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je trouve que c'est le film, finalement, qui joue du moins de registres différents dans son ensemble, quoi. Et c'est à la fois... à la fois, je peux pas cacher que j'ai été plutôt amusé par plein de gags, plein de petites trouvailles, mais qui sont plutôt, je pense, de l'ordre de la petite réplique, un petit peu des choses les plus discrètes, comme tu l'as dit, ce plan génial où il tombe de l'escalier, qui est plutôt que par... Mais les répliques sont très bien, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment un sens de rythme dans ce qu'il dit à un moment. C'est un exemple parmi d'autres, mais t'as Mickey 18, donc le fort, quoi, qui est là, qui veut se sacrifier à un moment, et qui dit non, mais lui fait pas de mal à Mickey 17, parce que lui, tu le tases et il ressemble déjà à un groupe d'anguilles électrifiées, tandis que moi, si tu me découpes en morceaux, je ressemblerais encore à un sashimi tout frais. Je trouve que voilà, c'est tout le film, regorge de punchlines comme ça. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de trouvailles, mais en fait,
à mon avis, cette dimension comique, elle est reliée à la part satirique du film. T'as un peu commencé par Sanayan, et c'est sûr que ça saute aux yeux, c'est-à-dire voilà, le fait que, à la fois, ce côté, ce principe des expandables, mais je sais plus comment c'est, les remplaçables, simplement, ils disent en français, les remplaçables. Bref, voilà, il y a un truc un peu évident sur la condition un petit peu, je sais pas, des ouvriers qui sont un peu, voilà, travaillent jusqu'à épuisement les uns après les autres. Évidemment, Mark Ruffalo en Donald Trump avec un peu sa trophy wife, on dirait en anglais, même si là elle est un peu plus, elle manigance un peu plus, mais... Oui, on dirait plus une sorte d'Agrippine ou d'Agrippa, je sais plus, la mère de Néron. Bien sûr, je te fais confiance. Qui manipule un peu Néron. Un petit peu, ouais, mais en faisant des sauces, attention quand même. Mais en fait, j'ai l'impression que cette partie-là, on va dire la plus explicitement du côté de la farce, occupe beaucoup en fait du temps du film, alors que à mon avis c'est la plus redondante, et en fait c'est pour ça que je dirais voilà, un peu la plus assommante à force. Pareil, Ruffalo, il y a 2-3 répliques que je pourrais pas restituer, mais où j'ai trouvé ça extrêmement drôle, et en même temps quand je le vois faire son talk show à la Donald Trump et tout, en fait j'ai l'impression qu'une fois qu'on a compris le parallèle, la blague s'épuise. Il y a des séquences un peu en trop, ouais, ou des passages. Et alors que, précisément pour revenir à cette question pas de mélange des genres, parce que c'est aussi un registre relativement comique, mais alors que typiquement je trouve que le film avait un boulevard sur le terrain du burlesque qui est assez peu, je trouve, exploité. Typiquement, une des premières déceptions pour moi, c'était les morts successives en fait de Mickey, puisque on sait qu'on va suivre numéro 17 et on va dire, le film commence avec numéro 17 et ensuite il y a un long flashback où on voit tous les précédents. Ça commence d'ailleurs assez bien avec ce plan qu'on voit dans la bande-annonce de lui dans l'espace, sa main coupée qui vole, etc. Ça c'est un vrai bon gag en plus, qui fait vraiment rire, alors que c'est un peu de l'humour noir. Donc ça joue très bien sur le côté humour de la mort, quoi. Tout à fait. Et en fait, l'essentiel des Mickey qui sont... merci. Du Clabel 17. Clabel 17, excellent. En fait, toutes ces morts successives sont la plupart en fait des trucs un peu de rat de laboratoire où il meurt, voilà, on lui injecte une substance pour tester des produits sur lui, et en fait ça consomme beaucoup de ses vies successives. Et même la fois où il va dehors et il se fait couper la main, c'est aussi pour voir comment interagir sur lui les radiations, donc c'est toujours une question. Et donc là, je trouvais ça un peu dommage. Et en fait, pareil, quand on a 2 fois le même corps ou plus ou moins dans le plan, effectivement, il y a quelques moments où le film l'utilise, et je trouve ça très réussi, typiquement cette scène où voilà, ils sont avec leur pote qui est dans le trou, et un veut le tuer, l'autre veut le sauver, et donc il y a une espèce de... ils prennent le dessus l'un sur l'autre successivement. Moi, il y a un plan que je trouve est peut-être mon préféré du film, qui est... qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, je pense à peu près maintenant, pas loin, quand Mickey 18, qui est à ce moment-là dans le fond du plan, jette son alter sur Mickey 17 qui est au premier plan, et ça l'assomme, et donc il y a une espèce de saillie en fait comme ça d'un coup, que je trouve extrêmement drôle. Et d'ailleurs je pense, ça serait peut-être à réfléchir, mais que mon moment préféré de Parasite est aussi un moment burlesque, mais pour le coup beaucoup plus cruel, qui est il y a un moment, une sorte de grande dissimulation où la famille principale essaie de tout remettre en ordre pendant que ceux qui étaient sous terre essaient de se rebeller, et la femme qui est gouvernante met un coup de pied en arrière, oui, et fait retomber un gars qui tombe dans les escaliers comme ça et se fracasse le crâne. C'est un moment qui est à la fois drôle et extrêmement brutal, comme ça, très surprenant, et qui comment dire, enfin il y a un côté un peu soupape aussi, cette idée que voilà, enfin en plus dans Parasite spatial là, bien joué. Bien sûr. Et voilà, le film est pressurisé comme ça tout le temps, et ça se relâche. Non, mais en plus dans Parasite, il y a cette idée un peu de la dissimulation, et du coup voilà, tout le monde doit bien se tenir, et il y a cette espèce d'explosion. Et même on pourrait dire dans Memories of Murder, etc., ça raconte aussi un petit peu quelque chose, le moment où les relâchements du corps trahissent quelque chose de la pression de la société dans laquelle ils sont pris. Et finalement, je trouve que, alors que c'était le plus à même d'explorer un peu cette veine-là, le film me semble très timide en fait là-dessus, à part effectivement 1 ou 2 plans qui sont pour moi de loin les plus réussis quoi, du film. Il ne fait pas de gag sur la mort, mais il en fait un sur le recyclage, en mode étron jeté dans les chiottes, ce qui renforce, je trouve, la critique d'un système totalement inhumain qui pratique impunément un massacre. Et pour filer la métaphore de l'étron, à la fois l'étron jeté, mais aussi l'étron qui sort, en fait. Et oui, quand il est imprimé et qu'il pendouille de son, c'est ça, son gros cycle bleu, là. Et d'ailleurs, anecdotique, mais à la fin, il y a une scène un peu de cauchemar, on va dire, et en fait, on se rend compte que, en tout cas, moi, j'avais pas compris avant, que, en fait, la machine qui crée des Mickey et le recycleur sont en fait exactement adjacents, quoi, comme si la station spatiale était conçue pour vraiment pouvoir presque une fois ils viennent d'être créés, on peut les jeter directement si nécessaire.
Mais ça m'a rappelé quelque chose, le fait que tu parles de ces personnages ambigus ou de ces questions un peu qui disparaissent. C'est que précisément, j'ai l'impression, j'y pense maintenant que j'en parle, qu'en fait, à chaque fois qu'une question ou que quelque chose d'ambigu arrive dans le film, qu'en fait, Bong Joon-ho s'en débarrasse. Notamment le personnage de Kai, qui est assez intéressant parce que, comme tu le disais, d'un côté, elle est un peu représentante de la force des forces en puissance sur le vaisseau, mais en même temps, elle commence à développer une attirance pour Mickey 17. Il peut y avoir un enjeu ambigu, bam, elle sort du film. Le personnage de Nasha, qui a un peu un regard ambigu sur ces deux Mickey qui pourraient s'intéresser à eux, bam, l'ambiguïté disparaît. En fait, toutes les questions, même du recyclage, de la mort, bam, dès que ça devient ambigu, ça part. Et le film, comme ça, en fait, devient une sorte de machine à raconter des évidences et des métaphores assez systématiquement sur, justement, ce qu'on disait sur la question de l'ouvrier un peu tué pour travailler. Bah, en fait, cette question, c'est dit. Puis on passe à autre chose. La question de la colonisation, c'est dit, puis on passe à autre chose. Et j'ai un vrai problème un peu de surface vis-à-vis du film. Je trouve que c'est un film qui arrive, en fait, ce que je disais tout à l'heure, à force de partir dans trop de directions différentes, il arrive mal à épouser une direction. Je pense par exemple à un film comme Faux semblant de Cronenberg qui joue aussi sur la question du double et qui assume d'avoir deux doubles qui sont pas du tout les mêmes. C'est deux frères, donc en plus, narrativement, c'est un peu justifié qu'ils ne soient pas vraiment les mêmes. Mais il joue beaucoup sur la coprésence des personnages et des moments d'ambiguïté. En fait, on ne sait plus lequel est lequel. Si l'un joue l'autre, comment est-ce qu'ils vont ? Et donc, on est toujours un peu devant cette sorte d'abîme, de confusion, de terreur, où, en tout cas, il se passe quelque chose avec cette multiplication des corps. Ici, on pouvait s'attendre à un peu de burlesque, et les quelques scènes où c'est exploité sont vraiment bien, sont vraiment très bonnes, mais ça disparaît. Là où peut-être j'aurais tendance à sauver le film sur une thématique, ça devrait être celle de l'antispécisme et celle de la colonisation, où je trouve que l'enjeu de la représentation des créatures est très chouette. Notamment la scène où un bébé se fait massacrer sur le vaisseau, qui est d'une violence inouïe, et qui réussit vraiment à saisir... en même temps la question de l'antispécisme et celle de la colonisation. Et cette scène où les aliens se mettent un peu tous à se lever, à commencer à crier. Problème, l'ambiguïté de cette séquence va être résolue dans la séquence finale du film. Encore une fois, exit l'ambiguïté. Et c'est là que j'ai vraiment l'impression de voir un produit américain, c'est que c'est un film... en fait très standard, quoi. C'est un film, même en termes de mise en scène, je pense que c'est celui le moins inspiré de Bong Joon-ho. Il y a quelques idées de temps en temps, notamment une figure qui revient un petit peu, qui est celle du panneau, où en fait il y a plein de moments dans le film où il file des panoramiques plutôt que de mettre des cuts pour faire apparaître ou disparaître des choses du cadre, notamment je pense à la séquence de repas chez Mark Ruffalo, où le personnage de Mickey Barnes devient un peu secondaire, et donc va juste ne pas être filmé, et de temps en temps, tiens, un petit panneau va lui donner un tout petit peu de temps, et regardez, il était encore là, on revient. Il y a quelques saillies comme ça d'idées de mise en scène, mais le tout reste très propre, très lisse. Et pour finir, ma longue prise de parole, j'ai un peu envie aussi de parler de la question de Trump, ou enfin de la représentation du jeu de Mark Ruffalo. Donald, qui vient, Donald, voilà, c'est mon pote. Putain, j'avais même pas pensé à ça. C'est Donald dans un film qui s'appelle Mickey. Ah oui, moi non plus. Et donc, bref, cette question de l'imitation vraiment pur jus par Mark Ruffalo de Donald Trump, il pousse sa diction, son vocabulaire, ses tons, son rythme, etc. Le film l'assume beaucoup. Et même Josué Morel, dans son article chez Criticat, théorisait le fait que le film s'appelle Mickey 17 en référence à l'avènement au pouvoir de Trump en 2017. Et ça, le film, ça saute plutôt aux yeux que le film que Bong Joon-ho a raté sa prédiction sur la seconde élection de Trump, parce que Mark Ruffalo dit qu'il a raté ses deux élections, sauf que Trump, non, il n'a pas raté sa deuxième élection. Et donc, je vais à une remarque que tu avais déjà faite sur The Apprentice, je me souviens à l'époque dans ton article, qui était plutôt juste et qui en fait maintenant commence à mes yeux à être de plus en plus importante, donc un peu bravo pour avoir été en avance sur cette question-là. Ce qui est la question de à quel moment le réel dépasse la fiction, quoi. À quel moment il est impossible de parodier un réel qui est tellement absurde et tellement aberrant
En fait, la fiction, et donc ce que fait Bong Joon-ho dans ce film-là avec le personnage de Mark Ruffalo, perd à jouer un jeu de la parodie, de la mimique, et aurait peut-être dû aller dans une autre direction, parce que Trump, c'est pire que ça en fait. C'est encore pire que ce que Mark Ruffalo fait dans ce film. Ouais. Tu veux remonter, Nayan ou... Par rapport à Trump, je sais pas, parce que... Quel est ton avis sur Trump en 2000 C'est ça. Non, mais là où... Enfin, je veux dire, le fait de poser le film dans un univers vraiment science-fiction, en space fantasy et tout, c'est qu'on peut se permettre de faire des allusions sans prétendre, je pense, imiter complètement, être au plus près du réel. Et je trouve que le segment Trump est pas ce qui marque le plus dans le film. C'est-à-dire que c'est un peu l'évocation, c'est l'Amérique d'aujourd'hui, mais ça va pas être un film sur Trump, quoi. C'est pas Don't Look Up avec Meryl Streep. Mais non, à mon avis, peut-être pour rebondir sur la question trumpienne, mais je pense qu'il y a un problème en fait avec, je dirais, la satire dans ce film et quelque chose qui a toujours été, la satire, on va dire, la peinture politique acerbe, on va dire, qui a toujours été un truc que Bong Joon-ho prend à bras le corps, que ce soit des Memories of Murder en fait. Il y a déjà la question des conditions économiques, sociales des policiers dans des ruralités coréennes. Et voilà, qui s'est affirmé avec Snowpiercer. D'ailleurs, j'ai découvert en faisant des recherches pour le short que le héros de la BD Snowpiercer s'appelle Prolof. Donc c'est vraiment, on part d'un truc très assez explicite. Bref, que ce soit dans Snowpiercer ou dans Parasite, qui sont très explicitement des films sur la question de la lutte des classes. Pour faire une comparaison très rapide, mais il y en a un, c'est de façon horizontale, l'autre de façon verticale, mais il y a dans les deux cas un peu la même idée. Mais à mon avis, ce qui faisait que c'était de bons films, c'est que on va dire cette critique sociale, c'était le point de départ, on va dire, du récit. C'est-à-dire que quand on nous explique Snowpiercer, il y a les pauvres à l'arrière, les riches à l'avant, ça c'est très vite compris et évacué. Et ensuite, à partir de ça, la mise en scène va inventer des choses. Et je dirais même, va inventer des choses assez intéressantes. Si je prends par exemple le cas de Parasite, le découpage un peu de l'espace dans le film nous raconte aussi qu'il y a quelque chose un peu de structurel à l'œuvre et que finalement, c'est pas juste les riches versus les pauvres, c'est aussi on va dire plus largement les dominants et les dominés. Finalement, quand la famille de pauvres arrive à un certain stade, ils se mettent eux-mêmes à reproduire, etc. Bref, il y a à mon avis des choses que la mise en scène sculpte qui affine et dépasse, on va dire, le cadre un peu simpliste. On peut le dire, hein, tu vois, des points de départ des films, typiquement Snowpiercer, mais il y a un truc très... Oui, résumé comme ça, tu peux te dire, c'est très, presque un peu caricatural, mais c'est pas grave, parce que c'est le point de départ, en fait, des jeux de mise en scène, et là, j'ai l'impression, malheureusement, que dans ce film-ci, puisque, le film est plus directement, un peu, une farce, un peu sur le monde contemporain, l'Amérique contemporaine, en fait, c'est un peu le plafond du film, quoi, et que ce truc d'Expendables, vu que pour moi la mise en scène ne construit rien par-dessus, qui fait que c'est pas juste une métaphore un peu politique, un peu évidente, et pareil pour les apparitions de Trump, etc. Donc à mon avis, là c'est un peu le film est dans le mauvais sens, entre guillemets, c'est-à-dire que la satire est le point d'arrivée, ce qui fait qu'on comprend assez vite en fait les parallèles qui sont tissés, et on se lasse un peu progressivement, en tout cas ça a été mon expérience, on se lasse un peu progressivement du film, qui m'a semblé en fait un peu laborieux, parce qu'il est... il a envie de créer cette satire à partir de métaphores, et donc il passe son temps à devoir expliquer, justifier comment ça marche, les Expendables, etc., sans que ça produise vraiment des scènes en tant que telles. Quoi. Après, moi je trouve que... Je voulais juste lire un commentaire dans le chat. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui utilise le grotesque extrême. C'est vrai que c'est une bonne question, en fait, à partir du moment où l'extrême droite a récupéré cette arme du grotesque. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps de nous trouver une autre arme, en fait ? Parce qu'ils nous l'ont volée, entre guillemets. Vu qu'ils ont épousé cette façon d'exister, imparodiable. Voilà, c'est ça. On ne peut pas jouer sur le terrain du grotesque parce qu'ils le sont réellement. Donc on ne peut pas les parodier de cette façon-là. Donc comment traiter cette question dans l'art ? Est-ce que ce serait une question d'un réalisme ? La caricature est historiquement un élément de contre-pouvoir, de subversion. Oui, mais justement, précisément, est-ce que si cet outil a été manipulé et maintenant ils s'en servent pour asseoir leur pouvoir ? L'extrême droite, ce qu'elle utilise, c'est pas tant la caricature que le grotesque. De grossièreté. Mais c'est le grotesque. Mais la caricature fonctionne sur le grotesque. Tu prends des traits et tu les exagères. C'est le concept de la caricature.
Mais t'es pas dans l'outrance avec la caricature. Bah si, ça a toujours été l'énorme ventre du mania capitaliste, ça a toujours été l'exagération. South Park, c'est que ça, c'est l'outrance tout le temps. Bon, ce ne sont pas les seuls exemples, mais... Après, c'est un jeu sur les mots, l'exagération, l'outrance. Enfin, je sais pas, c'est un vrai débat. Mais du coup, je me demande, mais je pense qu'en effet, j'ai pas la réponse, c'est juste la question est bonne. Comment représenter, comment caricaturer ce qui est déjà grotesque. Est-ce qu'il faut pas un peu plutôt essayer de le ramener au réel et donc dans un effet un peu de contraste, révéler dans un espace naturel le grotesque de ce que ces gens ont fait passer pour naturel. Mais après, je pense que Bong Joon-ho, je pense dans ce film, a toujours été honnête avec son projet. Bon, effectivement, peut-être que le personnage de Mark Ruffalo n'est pas le plus novateur là-dessus sur la satire politique, mais j'ai pas l'impression qu'il voulait poser vraiment une question sur le double, une question sur l'ambiguïté. Lui, ce qui l'intéressait, je pense, c'est quelqu'un qui vient du découpage, qui fait vraiment penser aux écoles esthétiques de l'animé, de la BD, et pour moi, cette parabole politique sur l'humanité, sur la colonisation, sur la lutte des classes, ça permet en fait pour lui, c'est un peu un terrain de jeu, c'est un laboratoire de mise en scène, et je pense que il s'en tient à là, tu vois, il va pas chercher à réexpliquer le monde. Mais t'as l'impression que c'est un laboratoire de mise en scène, ce film? Moi, justement, c'est là que je vois que tu restes sur ta fin. Ouais. Bah, en fait, j'ai quand même retrouvé un peu dans son cinéma, des choses de son cinéma, comme je le disais, des idées de pur cadrage, de pures idées de cadrage, de mise en scène, qui là se mariaient bien. Je trouve qu'il arrive toujours à lier son sujet à son potentiel de metteur en scène à chaque fois. Là, typiquement, cette idée de mourir éternellement et de revivre éternellement, il le montre avec un rythme un peu symphonique. Pour moi, Bong Joon-ho, c'est un peu le réalisateur de la symphonie visuelle. Il mêle tout, en fait. Le montage va se superposer à la musique qui elle-même va se superposer au mouvement de caméra, le tout sous un morceau de valse en 3 temps, alors que le mec meurt et il régénère, donc ce truc de redondance, de boucle à l'infini. Donc il est tout le temps dans un jeu, en fait, dans un jeu musical, un jeu orchestral, et je trouve que c'est ne serait-ce que techniquement un excellent pari de mettre des scènes comme ça, très très denses, avec 1000 informations en même temps, des bascules de genre et tout. Ça m'a fait ça au moment où, t'en parlais tout à l'heure, un des bébés tardigrades se fait trucider avec plein de balles. Et puis à ce moment-là, on a la réaction de l'autre, son frère bébé tardigrade, qui est enveloppé dans un sac prisonnier et qui va bouger dans tous les sens. Donc on a plein d'infos tout le temps, mais avec la caméra, il va réussir à trier ces infos, à aller d'un point A à un point B en disant ok, d'abord l'information qui tue c'est ça, ensuite ce qu'il faut que je montre c'est ça, et il réussit avec des couches à n'en plus finir d'être hyper limpide et hyper clair pour le spectateur. Et ça, ne serait-ce que d'un point de vue de pur storytelling, je trouve que c'est maintenu, c'est bien respecté. Et en ça, le projet pour moi est cohérent. Mais effectivement, le film est efficace. Clairement efficace. Ouais. Pour ajouter juste un truc, mais c'est une remarque qu'avait fait Mathieu, auquel j'avais pas pensé, mais qui est assez drôle, c'est que effectivement, on peut voir le film un peu comme une prédiction ratée. Bon, même si, moi je trouve que c'est pas bien grave. Limite que le film, je suis d'accord. Utopise un petit peu une sorte de version alternative. Notamment dans sa séquence finale où il imagine que. Malheureusement, la séquence finale, je trouvais assez plate, on la spoilera pas, mais. Ouais, pour le coup, on va dire naïve, mais dans le mauvais sens du terme un petit peu. Mais en revanche, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une tentative d'assassinat sur Trump / Mark Ruffalo qui lui laisse qui le frôle de très près, alors qu'a priori, donc c'est Mathieu qui avait remarqué ça, mais a priori le film a été fait avant, en tout cas écrit avant. Donc là pour le coup il y a une espèce d'anticipation assez marrante c'est vrai. de ce qui s'est produit ensuite.